Bonjour, dans cette vignette, je vais vous parler des principes de pharmacocinétique quantitative. Donc, cette vignette est en complément des principes de pharmacocinétique qualitative. Nous allons d'abord nous intéresser à l'absorption et la biodisponibilité des médicaments, et donc de quantifier cette absorption et cette biodisponibilité. La biodisponibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la fraction de la dose qui atteint la circulation générale. Donc finalement, on donne une dose et puis il y a une partie qu'on va retrouver dans le sang. Cette biodisponibilité va dépendre de deux choses, la capacité du médicament à traverser les membranes, l'absorption du médicament à travers la paroi intestinale, qui est elle-même dépendante des caractéristiques propres de la molécule, son poids, sa taille, sa charge, et du pH et de l'acidité. On a vu dans l'autre vignette que les médicaments acides faibles en milieu acide ne sont pas ionisés et donc vont franchir plus facilement les parois. Cette biodisponibilité dépend également de l'effet de premier passage hépatique. Le médicament, lorsqu'il est absorbé au niveau de l'intestin, va se retrouver dans la veine porte et va directement arriver au foie avant de repartir dans la circulation générale. Et cet effet de premier passage hépatique est lui-même sous la dépendance de transporteurs et de polymorphisme génétique. Donc plus un médicament moins un médicament va avoir la capacité de traverser les membranes et plus il va être dégradé par effet de premier passage hépatique, plus sa biodisponibilité sera faible et à l'inverse, plus un médicament passera facilement les membranes et moins il ne subira l'effet de premier passage hépatique, plus sa biodisponibilité sera importante. Je vous ai mis le lien d'un site internet que j'aime bien qui permet de voir les choses de façon interactive. Je vous invite à aller voir, c'est très ludique. Donc voici ici un schéma qui représente l'effet de premier passage hépatique avec l'absorption au niveau intestinal et on voit que le médicament qui arrive dans la veine porte et qui arrive au foie avant de passer vers la circulation systémique. Donc ça c'est le cas pour l'absorption intestinale. La biodisponibilité en conditions de cinétique linéaire ne dépend pas de la dose administrée, elle est indépendante de la dose administrée. Quelle que soit la dose que vous administrerez, la biodisponibilité restera la même. Ce n'est pas le cas dans des cas très particuliers de cinétique non linéaire, pour lequel on peut avoir par exemple une saturation de l'absorption. Si on a une dose massive, en cas d'intoxication massive, quelquefois on observe une saturation de l'absorption et dans ce cas-là, la biodisponibilité va dépendre de la dose, mais c'est très rare. La plupart du temps, elle est indépendante de la dose en conditions de cinétique linéaire, comme pour la plupart des molécules. La biodisponibilité ne peut pas être mesurée directement. On ne peut qu'apprécier sous forme d'un rapport par rapport à une forme de référence. Et donc, on va souvent estimer la biodisponibilité par rapport à la voie intraveineuse, qui est la forme de référence. Par définition, la biodisponibilité d'un médicament administré par voie intraveineuse est de 1. Et donc ça correspond, ce rapport entre la biodisponibilité par voie orale, par exemple, sur une forme intraveineuse correspond à la biodisponibilité absolue. Et dans certains cas, on peut estimer une biodisponibilité relative en estimant une biodisponibilité non pas par rapport à la voie IV, mais par rapport à une autre forme. Par exemple, ça pourrait être une gélule versus un comprimé, une gélule versus une administration intramusculaire. Donc on aura une biodisponibilité relative. La plupart du temps, on s'intéresse à la biodisponibilité absolue. Voici des schémas qui récapitulent cette biodisponibilité. Donc cette biodisponibilité absolue va être estimée pour ici, sur ce schéma, pour un médicament administré par voie orale versus un médicament qui est administré par voie intraveineuse. Et le rapport des deux AUC, des deux expositions, va nous donner la biodisponibilité. Et ici, on a une biodisponibilité relative de plusieurs formes, dans cet exemple de digoxine, une forme A versus une forme B, qui nous donne une biodisponibilité relative. Attention,
une faible biodisponibilité n'est pas synonyme de faible efficacité, et la biodisponibilité n'est pas reliée à l'efficacité, mais va être liée aux concentrations sanguines qu'on observe après l'absorption d'une dose. Finalement, les paramètres d'absorption, en plus de la biodisponibilité, vont être la vitesse d'absorption. Cette vitesse d'absorption va être caractérisée par deux indices. Le Tmax, c'est le temps nécessaire pour atteindre la concentration maximale, et le Cmax, qui est la concentration maximale. Ces deux paramètres vont nous donner une idée sur l'intensité de l'absorption, à savoir que plus l'absorption est rapide, plus le Tmax est court, plus la Cmax va être élevée. Donc vous avez sur ce schéma une biodisponibilité identique, mais avec des Tmax et des Cmax différents pour trois médicaments. Nous allons nous intéresser maintenant au deuxième paramètre, au deuxième paramètre de la voie admet, la distribution, avec le paramètre quantitatif qui est le volume de distribution. Ce volume de distribution est le volume théorique dans lequel la molécule va être distribuée. C'est finalement le rapport entre la concentration totale dans l'organisme et la concentration sanguine. Finalement, ce qui n'est pas dans le sang est distribué. D'accord ? Une fois que le produit a été absorbé, on ne s'intéresse plus à cette phase, on a une quantité présente dans l'organisme, et ce qui n'est pas dans le sang, donc si on se place avant l'élimination, ce qui n'est pas dans le sang, c'est dans les tissus. Donc ça donne une idée sur la distribution. Voilà, et donc ça c'est calculé en divisant, c'est le rapport entre la quantité à un instant T sur la concentration sanguine à un instant T. Donc toute affinité importante d'une molécule pour un organe ou un tissu particulier va se traduire par un grand volume de distribution. Et donc, en pratique, la mesure du volume de distribution doit se faire avant le début de la phase d'élimination, parce qu'on ne pourra plus différencier qu'est-ce qui est éliminé et distribué, mais une fois que la distribution est achevée. Et la plupart, la quantité à un instant T est inaccessible à la mesure, sauf dans le cas très particulier des produits radiomarqués. Donc on va se ramener à la dose, à la quantité totale qui a été absorbée. Donc en mettant la quantité initiale, finalement, c'est la dose pondérée par la biodisponibilité, ce qui a été absorbé. D'accord ? Donc finalement, la quantité juste après, à la fin de l'absorption, qui va être distribuée, c'est la dose multipliée par la biodisponibilité. Donc maintenant, comment varient les concentrations sanguines en fonction de la distribution du produit ? Le volume de distribution va être considéré en relation avec des compartiments virtuels. Les molécules grosses vont rester dans le plasma et vont être peu distribuées, donc finalement auront un faible volume de distribution. Les molécules hydrophiles ou polaires, comme par exemple les pénicillines, vont se distribuer dans les fluides extracellulaires, donc vont avoir un volume de distribution un peu plus important que les précédents, mais qui reste relativement faible. Et puis les molécules liposolubles, comme par exemple les antidépresseurs tricycliques, vont se distribuer beaucoup plus dans les tissus et donc vont avoir un volume de distribution beaucoup plus important. Cette animation tirée du site dont je vous ai parlé tout à l'heure, en début de vignette, on voit trois composés. On voit un anticorps monoclonal qui a un volume de distribution très très faible, pour lequel on injecte une dose de 100 mg qui nous donne une concentration de 20 mg par litre, donc 100 divisé par 20 mg par litre, ça nous fait un volume de distribution de 5 litres. Ensuite, un médicament hydrophile, on a une dose de 100 mg et une concentration plasmatique mesurée à 6,7 mg par litre, ce qui correspond à un volume de distribution de 15 litres. On va distribuer dans les fluides extracellulaires. Et puis, un médicament lipophile pour lequel on va injecter une dose de 100 mg et qui aura une concentration plasmatique à 0,02 mg par litre. La majorité du médicament est distribuée. Ici, on a un volume de distribution de 1000 litres. Et par ailleurs, vous pouvez voir que ce volume de distribution, c'est un volume qui est théorique. On n'a pas de 1000 litres de volume dans l'organisme.
Ce volume de distribution va être intéressant car il va pouvoir nous aider à calculer une dose de charge. On a dit que le volume de distribution déterminait la concentration plasmatique initiale une fois la distribution faite. Et pour les molécules avec un faible volume de distribution, on aura une forte concentration initiale, alors que pour les molécules avec un fort volume de distribution, on aura une faible concentration initiale. Et dans le cas de ce type de molécule, si on a une concentration cible qu'on veut atteindre le plus rapidement possible, comme c'est le cas par exemple pour certains antibiotiques, il va être nécessaire de remplir les volumes de distribution, et ceci grâce à une dose de charge. La dose de charge, c'est la dose qui va permettre de remplir les volumes de distribution et donc d'atteindre plus rapidement les concentrations cibles. Cette dose de charge est égale au produit du volume de distribution par la concentration cible. Vous avez encore une fois une représentation tirée du site que je vous ai dit tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le volume de distribution qui est le rapport entre la quantité dans l'organisme et la concentration plasmatique. Et plus le volume de distribution est important, plus le médicament est distribué, moins s'il est présent dans le sang. On va s'intéresser maintenant à l'élimination et le terme quantifiable qui est la clairance. Donc la clairance, c'est le terme le plus important en pharmacocinétique. La clairance indique de façon théorique la capacité d'un organe à épurer totalement un volume par unité de temps. Donc on l'exprime en litres par heure ou en millilitres minute. Ça permet de décrire l'élimination d'une substance par l'organisme entier. On va parler de clairance totale. La plupart du temps, on va s'intéresser à la clairance rénale ou clairance hépatique, mais il existe une additivité des clairances. L'ensemble des clairances vont se cumuler pour avoir un chiffre de clairance totale. Si le médicament est éliminé en partie par le rein, par le foie et puis par les poumons, on aura la clairance totale qui sera égale à la clairance rénale plus la clairance hépatique plus la clairance pulmonaire. La concentration plasmatique est proportionnelle au débit de dose et inversement proportionnelle à la clairance. Le débit de dose exprimé en milligrammes par heure, la clairance en litres par heure et la concentration plasmatique en milligrammes par litre. Donc en fait, la concentration va mettre un certain temps pour atteindre l'état d'équilibre entre le débit administré et l'élimination. Si on pose une perfusion à un patient, le médicament commence à être perfusé, les concentrations plasmatiques vont augmenter, et puis à un moment, on va avoir l'élimination qui va commencer à se mettre en route, avec un moment où on aura, une fois l'élimination mise en route, les concentrations plasmatiques qui vont diminuer jusqu'à atteindre un équilibre entre ce qui rentre, le débit de dose en milligrammes par heure, et ce qui sort, la clairance en litres par heure. Donc on atteindra une stabilité des concentrations. On parlera de concentration à l'état d'équilibre ou concentration à steady state, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on le voit encore une fois sur cette animation. On a un débit de dose et puis une clairance qui va se mettre en place par la suite. Et si vous allez sur le site internet, vous verrez qu'il faut un certain temps pour arriver à un état figé, stable entre ce qui rentre et ce qui sort. Maintenant, les relations entre la clairance et l'air sous la courbe du médicament. Je vous ai dit sur une autre vignette que l'air sous la courbe correspondait à l'exposition au médicament entre deux prises. On le visualise sur la courbe des concentrations en fonction du temps, donc c'est finalement toute l'air sous la courbe des concentrations en fonction du temps. Cette air sous la courbe, on peut la mesurer soit après l'administration d'une dose unique, mais aussi à la suite de l'administration de doses répétées. Et cette R sous la courbe va être dépendante de la dose administrée et de l'élimination. D'accord ? Donc, dans le cas d'une cinétique linéaire, on pourra estimer l'AUC à partir de la clairance et de la dose. Donc, clairance égale dose sur AUC pour une administration intraveineuse, ou clairance égale dose multipliée par biodisponibilité, donc la partie de la dose qui a été absorbée, divisée par l'AUC en cas d'administration per os ou intramusculaire ou autre.
Maintenant, intéressons-nous à la demi-vie d'élimination. La demi-vie d'élimination est le temps nécessaire pour diviser par 2 la concentration plasmatique. Pour les éliminations du premier ordre, ce qui est le cas pour la plupart des médicaments, on va avoir une diminution des concentrations qui ne sera pas constante dans le temps, mais qui va varier avec la concentration plasmatique. Donc on aura la demi-vie du médicament va être égale à logarithme népérien de 2 multiplié par le volume de distribution divisé par la clairance totale. Donc sur une échelle normale des concentrations plasmatiques en fonction du temps, on aura cette décroissance comme ça, mono-exponentielle. Donc c'est une erreur ici, c'est concentration plasmatique et non pas le log. Et puis sur l'échelle logarithmique, comme c'est le cas sur le schéma du pas, on aura une ligne droite. Voilà. La demi-vie d'élimination dépend donc du volume de distribution et de la clairance. Il est très logique, si on y réfléchit de façon concrète, que quand les capacités d'élimination du médicament diminuent, le médicament va être plus long à être éliminé. Quand la clairance diminue, comme dans le cas d'une insuffisance rénale par exemple, la demi-vie augmente. Le médicament sera beaucoup plus long à être éliminé. Un autre exemple qui concerne le volume de distribution, quand le volume de distribution augmente, alors là il y a moins d'exemples, mais c'est le cas par exemple d'un grand brûlé, d'un patient qui présente des œdèmes pour un produit hydrophile. Quand le volume de distribution augmente, le médicament mettra plus de temps à repasser dans le sang et être éliminé, donc la demi-vie d'élimination va augmenter. Donc la demi-vie d'élimination est proportionnelle au volume de distribution et inversement proportionnelle à la clairance. Alors la demi-vie d'élimination peut être utilisée de 2 façons. Si on considère après une administration unique, on va attendre 5 demi-vies d'élimination pour avoir une quantité minime qui reste présente dans l'organisme et considérer que finalement le produit a été complètement éliminé. Alors vous pourrez entendre 3,3 demi-vies qui correspond à 90% d'élimination, 5 demi-vies, 7 demi-vies, ça dépend. En général, on considère qu'après 5 demi-vies d'élimination, la plupart du médicament a été éliminé de l'organisme. Et puis, cette demi-vie d'élimination, en cas d'administration répétée, va nous servir pour savoir à quel moment on atteint l'équilibre pharmacocinétique, exactement de la même façon. Au bout de 5 demi-vies, l'état d'équilibre pharmacocinétique est atteint, et donc il y a un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, et les concentrations restent stables, ce qui nous permettra de faire des mesures des concentrations, par exemple, à l'état d'équilibre.